Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Aujourd'hui, il me fait plaisir d'accueillir à l'émission M. Bruno Roy, qui va nous parler de l'univers extraordinaire au niveau littéraire de Goosebumps, une série de romans intitulée en français « Chair de poule », qui a été écrit par l'auteur R.L. Stine de juillet 1992 jusqu'en décembre 1997. Tout récemment, Disney Plus a remis en ondes une nouvelle série de ce qu'on appelle Goosebumps. Mais ce n'est pas quelque chose d'original puisque c'est un genre de remake d'une série télé qui avait été faite en 1995. Mais la série de 1995 n'était pas nécessairement quelque chose d'original non plus puisque c'était basé sur une série de livres. Et là, je me suis dit, il faut que je parle à quelqu'un de la série de livres Goosebumps pour un petit peu en apprendre un petit peu plus aux auditeurs. Et là, je me suis dit, mais à qui je vais parler de ça? Et bien sûr, ma petite tête de Christophe a pensé à Bruno Roy. Et Bruno s'est gentiment porté volontaire pour nous parler d'une des séries de livres qu'il adore depuis sa très jeune enfance, soit la série de livres Chair de poule. Bonjour, M. Bruno. Allô? Comment ça va? Comment ça va? Je m'en viens parler de chair de poule. Je m'en viens parler d'horreur et d'enfance. Je m'en viens parler... Hey, chair de poule. Tu sais, encore une fois, puis là, je viens parler, bien sûr, Chair de poule Québec, là. Oui, parce que c'est vrai, on en a parlé quand tu es venu parler en studio ici de Frisson. Tu nous parlais que Frisson, qui était basé sur des livres américains, avait été traduit avec une ligne québécoise. Et Chair de poule, ils ont fait la même chose. Exactement. Donc, dans les années 90, la série Goosebumps, écrite par R.L. Stine, qui, dans le fond, a été lancée par Scholastic, qui était la même gang qui ont fait les Point Horror, qui est la semi-version anglaise de Frisson, là, qu'on a parlé dans l'autre épisode. Eux, dans le fond, ont contacté R.L. Stine, qui était un auteur quand même assez connu. Il écrivait sous un autre nom, je ne me rappelle plus trop c'est quoi, là, mais il travaillait pour une émission qui s'appelait Eureka's Castle, dont personne n'a entendu parler. On ne sait pas, mais il renaît là, des magasins, il faisait beaucoup d'humour. Puis, ils l'ont approché pour faire une série de livres d'horreur pour 6 livres, si je ne me trompe pas. Justement pour des enfants, que ça allait s'appeler Goosebumps. Il a écrit le premier livre qui s'appelle Welcome to Dead House, qui est le premier Goosebumps en anglais, bien sûr, la version américaine, qui est justement le plus dark des Goosebumps de la série d'origine, les 62, qui parle justement de 2 enfants, 12 ans, et 11 ans, frères et sœurs qui déménagent avec une famille dans une maison dont le père a hérité. Puis là, lui est content parce qu'il va pouvoir avoir une année sabbatique pour écrire son livre sans avoir à payer dans une ville qui s'appelle Dark Falls. Puis,
je viens de me rendre compte que je suis tout en train de te raconter ça sans même m'être préparé. Fait que je suis vraiment un gros Mais tout ça pour dire que finalement, il arrive dans cette ville-là qui est pas mal grise et les jeunes sont vraiment bizarres. Puis finalement, twist and turn, on apprend que la ville entière est décédée et on fait venir cette famille-là pour la manger parce qu'ils ont besoin de boire leur sang pour pouvoir revivre une autre année jusqu'à ce qu'une nouvelle famille emménage pour les manger. Tu sais, c'est dark à ça. Là, OK? Mais ça arrive à des enfants. Donc, il n'y a pas mort d'homme, à part ceux qui sont déjà morts avant le livre, mais ça, si c'est pas nommé, on le dit pas. C'est des fantômes, c'est pas grave, ça passe. Exactement. Mais ça, c'est le genre d'histoire qu'on va avoir dans Goosebumps. Fait que le premier livre, il était plus dark. Ça s'appelait en français La Maison de Saint-Lugubre, mais je vais te parler de la traduction un petit peu après. Là. Je vais juste expliquer comment tout ça est parti. Ensuite, il y a eu d'autres livres, Goosebumps. On a eu Stay Out of the Basement qui parle d'un père botaniste qui merge avec une plante et que les enfants sont pognés tout seuls avec un père qui devient une plante. Fait qu'on s'entend que c'est un danger quand même assez intense. On a Monster Blood qui parlait justement d'une espèce de petite slime verte qui est retrouvée dans un magasin de farce et attrape. Puis que là, finalement, en l'ouvrant et en jouant avec, la slime n'arrête plus de grossir et de grossir et de grossir. Et le chien en a mangé. Là, vous voyez, ça, c'est le genre de cliffhanger que je laisse parce que c'est exactement ce qui arrive tout le temps dans les chairs de poule. Cliffhanger. Tu sais, juste avant les annonces, quelque chose qui arrive qui n'a pas de bon sens, c'en est un, ça. Ouais. On a eu d'étranges photos, Say Cheese and Die, qui est l'appareil photo diabolique, qui d'ailleurs a lancé la carrière, pas lancé la carrière, mais a fait partie de lancer la carrière à Ryan Gosling. Nous allons y revenir plus tard. Qui est dans le fond un appareil photo qui prend des photos du futur, mais ce que tu vois, c'est comme ça va pas bien, un auto accidenté, tu veux pas être dedans. Si tu n'apparais pas sa photo, tu es disparu. Hop là, et la fille disparaît tout de suite après. Donc, ça a vraiment fonctionné. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi fort, mais que finalement, toutes leurs éditions se sont vendues. Donc, ils sont allés en reprint. Ils ont commandé une autre série de livres, une autre série de titres, en fait, de la série Goosebumps. Et là, ça l'a parti international. Ça a été traduit dans plein de titres, plein de pays et plein de langues. Et bien sûr, le Québec ont embarqué là-dedans. Héritage, ceux qui faisaient la collection Frisson ont eu la très bonne idée d'adapter les chairs de poule à la couleur du Québec. Et puis là, quand je dis couleur du Québec, je dis vraiment ville du Québec, non québécois. On a le numéro 22 qui est la plage hantée, traduit de Ghost Beach en anglais et qui se passe en Gaspésie. Et on a le nom de famille Bro. Dans les et il s'écrit pas comme Jean-François parce que Jean-François on sait qu'il vient du Nouveau-Brunswick, donc c'est pas le même. On l'a découvert à Frisson sur le pod parce que oui, mon podcast de Frisson couvre aussi des livres chair de poule parce que ça fait partie de l'éducation littéraire de l'enfance 90, de l'horreur, whatever, j'essaie de me donner un nom là. Mais tu sais, pour la littérature adulte, tout le monde connaît Stephen King. Oui, exactement. Mais pour la littérature horreur jeune, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent Jovial Bob Stein parce que c'était son petit nom d'écrivain à un certain moment donné. Merci. Oh my God, c'est vrai. Mais oui, il écrivait de l'humour avant. Ben oui. Goosebumps, là, c'est drôle. C'est ça qui est vraiment drôle. Tu sais, vous avez entendu les histoires que je vous dis. OK, l'affaire de la petite fille puis le petit gars qui leur déménage d'une ville de zombies, là, ça, ceux qui veulent boire leur sang, c'est un petit peu moins drôle. Mais, tu sais, c'est quand même, c'est humoristique, Goosebumps. Les cliffhangers, là, c'est genre, et soudainement, je sentis une main me saisir l'épaule et je criais d'effroi. Jusqu'au prochain chapitre. Ce n'est que mon chien qui est venu m'amener sa balle pour la lancer et tout ça. Tu sais, c'est ça à chaque chapitre. C'est drôle, c'est amusant. Puis là, tu descends, t'es comme, maudit, comment que t'as fait pour amener quelque chose d'horrifiant pour me finir, que je pensais que j'allais mourir pour retourner avoir un petit chien, des affaires comme ça, mais qu'à travers ça, il y a vraiment une histoire que le bibliothécaire, une fois que la bibliothèque est fermée, se transforme en monstre et mange des tarentules. Ouais.
Dans le livre, c'est des tortues, par exemple, dans la série, parce que là, c'est ça, ça a développé. Là, on va arriver à quand que Héritage Jeunesse l'ont développé pour le Québec. Là, si j'en parle, il y a eu, ils ont sorti ici au Québec, le premier qu'ils ont sorti, c'était Sang de monstre et il était 99 sous à l'achat du numéro 2. Mon Dieu, on est loin de ça aujourd'hui. Oui, je le sais, mais avoue que c'est le fait. Aujourd'hui, c'est comme 6,95 à l'achat du numéro 2 et 3. Ouais. Puis, hey, je vous le dis, les petites caissières du Zellers, là, ils prenaient ça au sérieux, ces affaires-là. Parce que quand c'était 99 cents à l'achat d'un autre numéro, si tu n'achetais pas un autre numéro qui, soit dit en passant, avait aucun code barre qui disait puis qui bloquait la vente comme telle, là, les petites caissières, ils ne te laissaient pas l'acheter tout seul. Oh non! Non. Avec Kmart, Zellers, Walmart dans le temps. Ben, Walmart, Chair de poule, ils n'ont jamais vraiment vendu ça, ces tablettes, pour la raison pour laquelle je n'aimais pas aller au Walmart quand j'étais petit. Mais c'était vraiment vendu là, dans les pharmacies, dans les mêmes tablettes, et bien sûr les librairies, là, mais dans les mêmes tablettes qui vendaient les frissons. C'était vraiment pour les plus jeunes que les frissons. Il n'y avait pas de tuerie. Dans les chairs de poule. Il n'y avait pas de sexualité, pas d'hormones, du tout. Non, c'est ça. C'était vraiment fait pour terroriser le tout petit, mais à son niveau. Oui, mais c'est bien plus épeurant. Ouais. C'est bien plus épeurant. Parce que sérieusement, aujourd'hui, encore à ce jour, si je lis un chair de poule, je fais un cauchemar le soir. Okay. Tout dépendant duquel. Parce que ça va jouer à quelque part dans ma tête que je suis comme, sans défense, étant un enfant, je pourrais croire en jouant avec la slime que ça pourrait grossir. Tu sais que il y a quelque chose qui fait que puis là, ben, tout d'un coup, que personne me croit, comme mes parents me croient pas, mais ça grossit pareil. Comme c'est pas dans ma tête, qu'est-ce que je fais? Puis là, ben, finalement, on perd le contrôle, puis le sang de monstre mange tout le monde. Tu sais. Comme c'est ce genre d'histoire-là qui arrive. Mais tu sais, ça l'a évolué à un point tel que là, ici, ça a été adapté au Québec, comme je disais, par les mêmes traducteurs québécois des frissons, avec les couleurs des frissons, puis ils ont vraiment reproduit la collection d'origine. Donc, ils ont vraiment fait avec le titre en haut qui était écrit Goosebumps. Ils n'ont pas mis le nom d'auteur qui était R.L. Stine comme dans le temps, mais c'est tous des livres écrits par R.L. Stine qui, entre parenthèses, il y a des rumeurs que c'est pas mal du ghostwriting. C'est une compagnie, R.L. Stine, et plusieurs personnes, mais tu sais, comme Stephen King et tout ça. Là. Ben écoute, tu sais, c'est l'enfer parce que si tu regardes le nombre de livres qui peuvent s'écrire dans une année, même Stephen King n'est pas capable de produire comme ça. Là. Ça n'a aucun sens. Mais je dis pas que c'est... Ben, tu sais, il y en a des moins bonnes que d'autres. C'est écrit rapidement. Là. Mais tu sais, c'est quand même des courtes histoires. Là. Mais dans la série Goosebumps, c'est tellement devenu populaire qu'à un certain point, ils ont décidé de développer une série télé qui était faite au Canada, hein, en passant. Tu parles de la série de 95, là? Oh yes! La première série d'anthologie qu'ils ont faite, qui ont commencé avec je pense que ça a joué le 27 octobre 1997 ou 96. Là, je suis pas trop sûr, je me mélange dans mes années. Oui, mais c'est effectivement... Mais c'est 95. 95! Donc, c'est 27 octobre 95. L'épisode The Haunted Mask, qui est l'épisode, dans le fond, le premier épisode de la série Goosebumps, qui ont lancé ça à l'Halloween. Cette histoire-là, c'est selon moi, un des meilleurs contes pour enfants jamais fait. Là. Je donne, la minute que je trouve un exemplaire de ce livre-là, version Québec, je l'achète pour être sûr de pouvoir le donner à un des enfants autour de moi parce qu'il y a une belle morale. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Carly Beth, en anglais, The Haunted Mask. En français, elle s'appelle, dans la version québécoise, Carole. C'est cool. Ouais. Mais donc, il y avait une héroïne, Carole, avant The Walking Dead, c'est bien? Oui, exactement. Il y avait une héroïne. Ben, tu sais, elle s'appelait Carly Beth en anglais. Là, aussi. Puis, c'est une jeune fille de 12 ans à l'école qui se fait intimider par tout le monde parce qu'elle a peur de tout. Et elle se fait, puis là, dans le livre, elle se fait faire des coups, là, comme des coups d'araignée, comme des tarentules qui viennent la piquer, puis des affaires. Tu sais, ces chiens comme ça. Dans le film, c'est un petit peu moins pire quand tu le vois, mais c'est quand même épeurant. Là. Puis ça arrive dans le livre aussi. Ils font manger un ver de terre. Tu sais, c'est le genre de choses vraiment, je vais le dire, cru. Oui, c'est ça, qui font la petite fille, elle se fait faire, puis elle décide de se venger
et d'aller dans un nouveau magasin d'Halloween que chez eux et dans l'arrière-boutique, trouve une rangée de masques hideux et terrifiants. Puis elle veut utiliser ce masque-là pour faire peur à ses intimidateurs, ce qu'elle réussit à faire de peine et de misère. Elle enfile le masque, mais une fois qu'elle arrive pour le retirer, elle n'y arrive plus. Le masque est collé et sa personnalité change parce que ça sort le pire de elle et tout ça. Donc, tu sais, il y a une recherche interne à faire auprès de l'enfant, genre de qu'est-ce que ça fait de bullier quelqu'un, puis quel genre de répercussions ça peut avoir sur la personne qui vit justement le bullying, puis tout ça. C'est le genre d'histoire qu'il y avait dans Chair de poule que je trouvais vraiment le fun. Donc, ils ont fait le premier épisode de Goosebumps sur ça, et moi, vendu après ça. À voir, là, je voulais tout, et c'est devenu... Goosebumps, c'est devenu quelque chose là, de produits dérivés, là. Vous pouvez même pas imaginer le nombre d'affaires qu'il y avait de Goosebumps là, dans le temps. Là. C'était partout. Moi, quand je pense à Goosebumps pour la série télé, je pense toujours à Slappy de Dummy. Ah! Oui, c'est ça, c'est l'attraction de la série télé. Mais c'est-tu aussi l'attraction des livres ou c'est vraiment une invention typiquement télévision? Non. Il fait partie, en fait, Slappy est apparu pour la première fois dans le Goosebumps numéro 7, Chair de poule numéro 7, le pantin diabolique. Okay. C'est drôle, petit clin d'œil. Aujourd'hui, il y a un frisson québécois qui s'appelle comme ça. OK. Oh, wink, wink. Mais aujourd'hui, ça s'appelle la nuit des pantins parce que malheureusement, au Québec, on ne s'occupe plus de Goosebumps aujourd'hui. On achète tout de la France. C'est Scholastic, Scholastic Canada qui achète les traductions de France. Puis c'est dommage parce que les 60 premiers numéros, ils sont adaptés pour le Québec. Les traductions existent, là. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais donc, si vous voulez courir au friperie et courir après ceux qui ont un EH sur le côté. Qui est héritage, finalement? Exactement, ceux-là sont adaptés pour le Québec. Et on a été chanceux parce qu'ils se sont rendus jusqu'à au moins les chairs de poule extra qui sont la version québécoise de Give Yourself Goosebumps, qui sont des chairs de poule dont vous êtes le héros. Donc, on en fait quelques-uns, des fois, des petits épisodes à frisson sur le pod on s'assit un dimanche soir avec un petit café, puis avec les micros, puis on lit une aventure, puis on choisit qu'est-ce qu'on fait. Pas mal le fun, bien fancy. Mais, on va revenir à R.L. Stine, qui est Robert Lawrence Stine, parce que, honnêtement, même encore aujourd'hui, c'est pas un auteur que je connais beaucoup, mais avant les Goosebumps, y a-tu fait des choses intéressantes ou c'est sûr sa carrière a été lancée avec Goosebumps, mais y a-tu écrit d'autres choses avant ça? Ou c'était comme genre juste des petites nouvelles à droite et à gauche? Il a fait des livres d'humour, c'est ce que je sais, mais c'est ça, justement, c'est ce qui est arrivé avant Goosebumps, m'intéresse pas vraiment. Okay. Puis, je dis pas ça méchamment, là, mais je sais qu'il faisait... il a été rédacteur en chef pour un magazine aussi d'humour. Puis c'est drôle parce que Lucas Jalbert aussi a été rédacteur en chef d'un magazine. Il a eu son magazine, c'est pas d'humour, mais c'est d'horreur d'humour, un peu à la Goosebumps. Fait que c'est comme, je vois ça se reproduire au Québec, puis ça m'emballe beaucoup. Là, puis je le connais personnellement, Lucas, je vois qu'est-ce qu'il fait aussi avec les jeunes, donc c'est vraiment cool de voir ça. Puis, mais oui, je sais qu'il y avait comme il était carriériste là, avant ça. Il y avait déjà pas mal sa vie là, c'était. Jusqu'à un certain point, il s'est fait approcher. Puis si je me trompe pas, c'est sa femme qui a la maison d'édition Parachute Press qui, dans le fond, c'est le même qui se sont connus, puis qui se sont mariés, puis que c'est Parachute Press qui, justement, est la maison d'édition de Goosebumps, qui a un certain numéro, là, je pense que c'est dans les derniers, là, en anglais, le logo de Parachute Press a commencé à apparaître sur la couverture. OK. Moi, tu me diras si je me trompe, mais j'ai déjà vu son nom dans la série des livres de Fear Street aussi, là. Oui, parce que Fear Street, on en a parlé dans l'autre chronique, puis on disait que Frisson n'avait fait juste 5, mais Fear Street a plus que 5 livres dans la collection. Il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a pour toujours. Fear Street, c'est encore une fois, c'est pour plus vieux. Puis tu sais, Fear Street a aussi sa marque Goosebumps qui est Ghosts of Fear Street. OK. C'est comme un... Puis c'est aussi, en fait, je pense que c'est du Scholastic qui publie Fear Street, je pense même pas. Fait que c'est comme à une autre maison d'édition.
Archway. Fait que c'est dans le fond, Goosebumps, c'est à Scholastic et Fear Street, c'est à Archway. Donc, la version Goosebumps de Archway, c'est Ghosts of Fear Street, écrit par le même auteur que Goosebumps, mais avec la couleur Fear Street. Donc, avant d'écrire Goosebumps, Stein a écrit Fear Street. Pas mal en même temps. OK. Mais oui, Goosebumps, c'est venu plus après. C'était pour plus jeune encore que Fear Street. Parce que dans Fear Street, il y a des meurtres, il y a des vols, il y a des hormones. Mais tu te rends compte, le gars écrit déjà, là, tantôt, on dénombrait quoi, une quinzaine de livres dans une année pour Goosebumps, mais il écrit à peu près la même affaire pour Fear Street. C'est un par mois, les chairs de poule. Puis Fear Street, la même chose. Puis là, on parle, des fois, il y a des super chillers. Malade. Fear Street, c'est ça. Là, c'est dur à croire que c'est juste une personne. Ouais, effectivement. Moi, je pense qu'il y a des auteurs qui travaillent pour R.L. Stein, qui écrivent à la couleur d'R.L. Stein parce qu'il a développé sa marque de commerce. Mais les rumeurs sont que c'est à partir du numéro 17, Prise au piège, version québécoise, que ça s'appelle. Mais en anglais, c'est Why I'm Afraid of Bees. Ouais, que c'est à partir de ce numéro-là qui est celui tout de suite après Horrorland. Parce que dans Goosebumps, il y a eu plusieurs petits numéros là, qui sont sortis. Tu parlais de Slappy tantôt. Ouais. À l'origine, Slappy, il s'appelait Claquin, nous, au Québec. Et dans le premier Goosebumps, dans lequel il est apparu, c'est même pas lui qui est le méchant. C'est Tête de bois. Parce qu'il est apparu justement dans le premier numéro qui est le Pantin diabolique, Night of the Living Dummy. Et là, on voit le genre de pun qu'R.L. Stein faisait avec les Goosebumps, Night of the Living Dead. Ouais. Get it? Hein? Fait que c'est le genre de choses qui faisait, qui apparaissait. Puis là, Slappy a pogné justement dans les Goosebumps. Donc, on a eu Night of the Living Dummy 2, où est-ce que le pantin s'est retrouvé dans une nouvelle famille. Night of the Living Dummy 3, où est-ce qu'il s'est retrouvé dans une famille parmi plusieurs pantins. Et là, il y a eu Bride. Tu sais, ça a suivi la mode de Chucky. Il y a eu Bride of the Living Dummy, Son of Slappy, et nanana. Et ça fonctionne beaucoup. Mais il y a eu aussi Horrorland qui est sorti de Goosebumps, qui est le parc d'attractions horrifiant est-ce que les gens sont vraiment en danger ou ne le sont-ils pas? On ne sait pas. Il y a aussi la fameuse histoire, le petit enfant qui criait au loup. On a eu la fillette qui criait au monstre, que la petite fille disait « Hey, il y a un monstre à ma bibliothèque, le bibliothécaire, c'est un monstre. » Mais non, on ne croit pas. Puis à la fin, surprise, c'est un monstre. Tu sais, ce genre d'affaires-là. Donc, c'est vraiment quelque chose, une série qui va jouer dans les peurs d'enfants. Est-ce que Goosebumps fait exactement comme Frisson? T'sais, on sait qu'aujourd'hui, Frisson a plein de diversité. Donc, on en a pour les tout-petits, on en a pour les moyens petits, on en a pour les ados, on en a pour les adultes. Est-ce que Goosebumps fait la même chose ou il est vraiment spécialisé dans, je dirais, l'âge adolescent? Goosebumps s'est adapté aussi à travers les années, mais n'a pas évolué au Québec. Okay. Donc, c'est arrêté au numéro 60 au Québec et avec les chairs de poule extra et ces choses-là. Ensuite, ça a continué. Si je ne me trompe pas, ils ont eu des reprints des vieilles histoires à partir de 2005. Là. Ils ont ressorti les Goosebumps et les chairs de poule de Scholastic France. Canada aussi, édition Scholastique qu'on avait ici. Donc, les titres ont changé. C'était plus les mêmes textes, comme là, le Sous-sol interdit, qui nous autres s'appelait comme ça au Québec. C'est devenu le Mutant au sang vert, avec toutes les traductions, justement, de France. C'était plus les mêmes chairs de poule. En tout cas, moi, je m'y suis moins identifié. Mais la série a quand même continué à évoluer à travers les années. Ensuite, dans les années 2000... je veux dire 13, je crois. En anglais, la série a tenté justement de développer une série plus qui se suivait. Donc, ils ont sorti les Goosebumps Horrorland, que là, dans le fond, la première moitié du livre, c'est comme une histoire refaite des vieux livres, mais comme au goût du jour, avec des nouveaux personnages. Et l'autre moitié se passait à Horrorland, le fameux parc d'attractions, où est-ce que tous les jeunes de la série de livres, je pense que c'est 21 numéros,
ils finissaient par se ramasser là, à la fin du livre. Ça a fonctionné. Et là, ils ont fini par sortir une autre série, Goosebumps Hall of Fame, Goosebumps Most Wanted, Goosebumps Slappy World. Et là, on est rendu à Goosebumps House of Shivers, si je ne me trompe pas. Et on est revenu au premier logo d'origine, et Dieu merci, parce que le nouveau logo n'était pas beau. On a eu 2 séries. Enfin, la deuxième vient de voir le jour sur Disney+. On doit être dans la 2e saison au moment où on écoute la chronique. On est en train elle vient d'être greenlittée. Oui, c'est ça, mais on se dit que nous autres, on est comme 6 mois en avance. Ah, c'est vrai. Fait que techniquement, on devrait être sur le bord d'avoir la 2e. Est-ce que les séries sont assez représentatives des livres? Est-ce qu'on a bien respecté ça au niveau de l'ambiance des différents livres là, de R.L. Stine? La première série, oui. Celle des années 90, là, c'est une... les 2 premières saisons, écoute, moi, je les aime tous là, aujourd'hui. Là, c'est vraiment... mais les 2 premières saisons, là, réussite... écoute, je les écoute encore aujourd'hui. C'est des must Halloween. J'ai encore les VHS qui sont... c'est un must. The Haunted Mask, c'est un must d'Halloween familial. Tu t'écoutes ça avec les bonbons, puis il y a The Haunted Mask 2, puis c'est épeurant. Le masque est laid. Le deuxième, il y a des araignées dessus, tout ça. La nouvelle série qui est sortie en 23, excuse-moi. Écoute, ils ont sorti ça en 2 parties. Les 5 premiers épisodes en un shot et ensuite à 1 semaine d'intervalle. Et je crois que de la manière qu'ils ont testé le marché, c'est qu'ils ont testé avec les 5 premiers épisodes, le monde ont trippé. Puis après ça, ils ont décidé quelle route ils allaient prendre. Puis là, ils ont pris la mauvaise route. OK. Ils sont bifurqués des Goosebumps. Ils ont gardé des titres, mais ça n'a plus aucun rapport avec Goosebumps. Ce qui m'amène à ce que j'ai entendu par rapport à la 2e saison, qu'ils vont retourner à l'anthologie. OK. Qui est, à la base, c'est ça, Goosebumps. Les 5 premiers épisodes de Goosebumps, moi, ce que je voulais, c'est qu'ils ramènent le Haunted Mask. Ils l'ont ramené. Mais il y a eu les films aussi qui sont sortis en 2015, qui ça a été une réussite totale. C'est un genre de Jumanji, mais dans l'univers de Chair de poule. Puis, tellement bien réussi avec... ils ont joué avec le personnage que R.L. Stine est. Puis ça, là, je vais rappeler qu'est-ce que Serge dit sur mon podcast tout le temps quand il regarde Halloween puis qu'il voit Mustafa Akkad au début. Ouais. Ou que dans Friday the 13th, il y en a un nom qui a dit, là, je m'en rappelle. Frank Mancuso Jr. Exactement, merci. Qui voit ce nom-là puis qui fait genre, ah, mais R.L. Stine, tout comme le nom Stephen King, c'est un nom qui frappe, tu sais, parce qu'on associe ça à l'horreur. Puis, dans le film, ils ont joué avec ça. Et ils ont mis R.L. Stine dans le film, joué par Jack Black, puis qu'il l'a fait humoristique parce que R.L. Stine, il nous en fait des potom-tch dans ses livres. C'est que ça, Goosebumps. Horreur et potom-tch. D'ailleurs, ça pourrait être un très bon slogan pour la série. Je vais... Horreur et patum-tch. Mais et le film, je te dirais que le premier, le deuxième, ça a été comme un cash grabber, évidemment, comme tout de suite. Là. Mais le premier, Chair de poule, là, moi, là, le soir de la première, j'étais là avec des chairs de poule québécois dans mon sac, énervé. Puis j'avais les must-have. J'avais le Night of the Living Dummy, le Pantin Diabolique, le Masque Hanté, j'avais la Mort au bout des doigts, j'avais le Loup-garou du Marais. Tu sais, je les avais toutes sur moi là, parce que la personne qui était avec moi pour regarder le film, fallait qu'il comprenne ce qu'on allait voir. Là. Puis là, j'y sortais les livres en même temps. Puis, tu sais, c'était vraiment, là, ça parlait et aux adultes, mais les enfants, ils ont aimé ça aussi parce que c'était vivant, c'était magique, puis c'était coloré, puis c'était chair de poule. Ils ont gardé ce que c'était. Mais il n'y avait pas le masque hanté dedans. Puis ça... mon oncle qui n'est pas content. Là, dans la série, ils ont décidé de l'apporter le masque hanté, puis ils l'ont quand même bien exploité. Il était quand même CGI, mais tu sais, ça reste quand même une série pour les jeunes. Jusque là, ils ont apporté la sexualité dans Goosebumps. Il y avait comme les jeunes, ils veulent se former en couple, sont ados, puis tout ça. Puis ça fonctionnait pas avec le prof Justin Long, là, c'était parfait. Moi, je pense qu'il devrait hoster la série Goosebumps ou jouer le rôle de R.L. Stine. Puis
amener ça dans la série puis qui nous raconte un peu là, les histoires de ces histoires. T'sais, dans mon temps, c'est ça qui se passe. Il pourrait jouer avec ça, Chair de poule, en ce moment. En tout cas, j'espère que c'est là qu'ils s'en vont, mais malheureusement, la série, ça s'est perdu au 5e épisode. Ils sont embarqués dans la série de dramatique des jeunes, qui, merci, il y avait de la représentation puis tout, puis on s'attache à ces jeunes-là, on les aime, les acteurs étaient très bons, mais ils ont oublié Goosebumps. Est-ce que dans l'histoire, c'est parce que habituellement, dis-moi si je me trompe, mais les livres de Goosebumps, c'est comme une série anthologique, donc chaque histoire est différente d'une autre. Exactement. Tu n'as pas, à part certains personnages là, qui vont venir, mais normalement, ce n'est pas les mêmes personnages qui sont d'un livre à l'autre. Aucun, c'est ça, exact. On a fait ça dans le film, on a fait ça dans la nouvelle série télé, mais on n'a pas fait ça dans la série originale, si je ne me trompe pas, justement, de ramener des personnages typiques, à part Slappy, si je pense qu'on voit comme... 2 fois Slappy. 3 fois. 3 fois. Ça doit, exactement. Ben, il a fait... puis c'est ça qui était le fun avec Goosebumps aussi, dans le temps quand ça jouait, qui était selon moi la meilleure adaptation télévisuelle qu'ils ont faite, c'est que dans la série, il y avait ceux qui jouaient sur Fox Kids le matin. Puis ça, là, merci au Goosebumps Crew, qui est un podcast américain qui... pas américain, je sais pas si c'est américain, mais il y en a de partout dans le monde, qui est anglophone, en fait, là, qui, sur leur chaîne, a les premières diffusions avec les annonces de quand ils ont fait jouer sur Fox Kids la série Chair de poule. Pas tous les épisodes, là, mais The Haunted Mask est là, Night of the Living Dummy 3 est là. Puis ça, c'est des épisodes les épisodes que je parle en ce moment, c'est des épisodes d'1 heure qui jouaient dans le temps parce que c'était 22 minutes. Dans le temps, ça durait 1 heure quand ça jouait le matin. Mais il y en avait des épisodes qui nécessitaient des épisodes plus longs, comme The Werewolf of Fever Swamp, le loup-garou du marais. Puis quand ils l'ont sorti, et au lieu de le jouer le matin parce que c'était trop épeurant, ils le faisaient jouer le vendredi soir, prime time, avant X-Files, tellement c'était populaire et épeurant. Donc, ça avait vraiment sa place, là, ça avait vraiment gagné son auditoire puis sa crédibilité là, dans le temps. C'est avec ça qu'il aurait dû rester, d'après moi, dans la série. On a un moment dans la vie de notre ami Bruno où ses parents lui ont arraché ses frissons. Ah! Parce que, justement, il considérait, il y avait probablement en arrière un evil teacher qui aurait essayé de convaincre ses parents de dire « c'est pas bon pour lui, ça ». Les Goosebumps, c'est pas pareil. Un parent peut laisser lire ça à ses enfants sans crainte. Je pense pas qu'il y ait de quoi qui va être traumatisant pour les tout-petits là-dedans. Ça reste quand même pour un public averti, je te dirais, parce que... c'est quand même épeurant. Okay. Il y a des histoires là-dedans. C'est parce que l'affaire, c'est qu'il y a le durant de l'histoire qui est vraiment oh my God, c'est bon, puis nanana, puis il y a un monstre, il y a un pantin qui est vivant, qui fait des mauvais coups, qui peut blâmer ça dessus, tout ça. Et il y a quand on ferme le livre qui est fini, puis qu'on va se coucher le soir, puis que les lumières sont éteintes. Il y a la nuit, quand on se réveille, qu'on a fait un cauchemar, puis qu'on est comme, hop là, je l'ai le masque. Peut-être qu'il aurait pu rester collé sur mon visage, tu sais, parce que moi, je suis quelqu'un qui se fait bullier, puis c'est peut-être ça qui fait que, tu sais, tu comprends-tu, c'est toutes ces affaires-là qui restent dans l'imaginaire de l'enfant, qui développe, on s'entend, c'est plein d'imagination, puis tout ça, mais je te dirais que c'est, si on commence à éduquer notre enfant dans l'horreur parce qu'il nous montre une petite tangente vers il aime ça, les bébites puis ces affaires-là, de prendre le temps de lire ça avec son enfant puis de lui expliquer, étant donné que nous, on a, dans le fond, on a la nostalgie, je parle de nous adultes, là, la nostalgie d'enfance, puis on les a consommés, ces livres-là, on peut connecter avec nos enfants facilement avec l'horreur puis à travers ça. Moi, je le fais avec mon filleul. Mais justement, il faut bien expliquer les choses, puis une fois que c'est parti, ben c'est ça, là, donne-toi à cœur joie. Il y a des centaines et des centaines de chairs de poule en ce moment. Oui, ben c'est ça. En français, il n'y en a pas tant que ça, mais en anglais, ça continue encore aujourd'hui. Ah, ben oui, ça continue. On n'oublie pas qu'en français, ça continue, mais c'est les éditions françaises qu'on a au Québec. Oui, c'est ça. C'est plus adapté pour le Québec. Si on veut avoir
version adaptée pour le Québec. Les 69 premiers numéros. 60e, oui. Les premiers numéros, ils ont été faits adaptés pour le Québec et tu vas retrouver ça dans les friperies. Là. Tu ne trouveras plus ça. Donc, on est encore capable de trouver des livres Chair de poule en français, mais des nouveautés. Exactement. Maintenant, ils ont l'air de tout ça. Là, un petit peu, on ne les voit pas parce qu'il y a plus de monde, mais ils ont refait les couvertures qui ont l'air de ça en ce moment, là, les chairs de poule. Donc, c'est plus... Là, je suis trop loin, fait que je sais pas si tu le vois. Non, c'est pas grave, mais oui, je vois. Puis ça fait, c'est vraiment à la couleur de l'américaine. Et c'est vraiment des noms américains, des villes américaines et ces choses-là. Puis c'est pas que je dénigre ça. Là. Quand j'en vois un usagé, je l'achète ou quand j'en vois un nouveau en anglais, je vais l'acheter aussi. Mais c'est plus adapté à la couleur du Québec. On s'identifie moins à l'histoire. C'est bon pareil. Là, oui. Donc là, présentement, ce qui est nouveau, si je me fais ce que je vois, c'est Goosebumps Slappy World. Ça, c'est la série actuelle. Celui qui le plus actuel en ce moment, c'est Goosebumps House of Shivers. House of Shivers, OK. Comme la plus récente, qui est celle qui actuellement sort là, pour la prochaine année, là, qui est contractée. Là. OK. D'après toi, parce que là, ça a l'air de rien, là, mais M. Stein, il a quand même 80 ans là, cette année. Ah! Oui, c'est ça va vite. Hein? Il va avoir 81 en octobre prochain. Il aurait pu venir au monde un 31 octobre, ça aurait été parfait pour lui. Ah oui. Tu penses qu'il va encore faire ça? Parce que là, comme tu disais tantôt, on pense que là, présentement, c'est tout des ghostwriters. Pour l'auditeur qui ne sait pas c'est quoi un ghostwriter, peut-être nous expliquer un petit peu le terme. Là. En fait, le ghostwriting, c'est vraiment le secret de Polichinelle le plus grand dans le monde de l'édition littéraire. Et quand on parle, je dis ça pour R.L. Stein, mais on dit ça aussi de Stephen King, de Mary Higgins Clark, Daniel Steele, ces grands auteurs-là qui nous pondent des livres à n'en plus finir, des fois 3 par mois. Ici, là, R.L. Stein, il y avait Goosebumps qui renaît, en même temps qu'il renaît Fear Street, Ghosts of Fear Street, Goosebumps, Give Yourself Goosebumps, plus qu'il écrivait des point horror en même temps. En plus de toutes les choses qu'il gérait à travers la maison d'édition avec sa femme, c'est un peu impossible qu'une seule personne fasse toutes ces choses-là, que ce soit toutes des histoires différentes faites par la même personne. Le ghostwriting, le fameux phénomène du ghostwriting, ce serait dans le fond que le nom Stephen King serait une compagnie et qui ce serait genre dans le fond des gens qui écrivent à la couleur de Stephen King et publiés sous le nom de Stephen King et qui sont comme des auteurs salariés. Là. Mais qu'on n'a jamais le nom qui apparaît quelque part. On ne peut pas avoir l'image non plus parce que ça vient avec une... on pense à Britney Spears. Je vais faire un wink parce que je la plug à tous les épisodes que je vois. Mais Britney Spears qui est devenue un produit plus qu'une personne. Ouais. C'est un peu ça qui arrive en ce moment. Puis là, on a des tunes de Britney Spears où est-ce qu'elle fait juste mettre sa voix dessus puis ça vaut des millions. Ben, la même chose ici avec Stephen King. Hey, ça, on pense que ça pourrait être un Stephen King. On va te publier sur cette bannière-là. Puis le même phénomène pourrait probablement s'être produit. Puis avec R.L. Stein. Puis c'est un petit peu plus évident, justement, à cause du nombre de livres qui sortent. Ben, c'est parce que, tu sais, d'un autre côté, tu te dis, moi, je me rappelle d'un épisode de Twilight Zone où est-ce que tu as un gars qui a ce qu'on appelle la crise de la page blanche. C'est-à-dire que l'auteur essaye d'écrire, mais il n'y a rien qui sort de sa caboche. Et à un moment donné, il voit une photo où est-ce qu'il y a un auteur à succès qui écrit plein de romans. Il en écrit à peu près une dizaine par année qui sont tous des best-sellers. Puis il voit toujours avec un Moses de chapeau. Alors, il va voir l'auteur, l'éditeur de cet auteur-là, qui a décidé de prendre sa retraite, qui a disparu de la map, puis il voit le fameux chapeau dans une vitrine. Et l'éditeur, il dit, tu veux-tu l'essayer? Puis là, finalement, part avec, il n'y a pas de problème. Et là, l'auteur met le chapeau, et là, il se met à écrire. Le jour, la nuit, tout le temps, il dort plus, il mange plus. De Crypt, ça? Hein? C'était pas un Tales from the Crypt? Moi, je l'ai vu dans Twilight Zone, la série des années 80, les années 80, là, dans cette période. L'histoire se refont toujours dans d'autres couleurs. C'est tout le temps. Écoute, on est en 2024, chercher des histoires originales, on s'entend, toi puis moi, ça se fait plus. Oui, en effet, surtout que les entends. Mais oui, continue. Alors, à un moment donné, tu te rends compte que quand il enlève son chapeau,
Ben, le gars, il n'a plus aucune idée, il n'y a plus rien qui sort de sa tête. Il est comme vidé complètement. Puis, il a besoin d'avoir son chapeau. C'est comme une drogue. Jusqu'à ce que tu découvres qu'à l'intérieur du chapeau, il y a une créature qui se connecte sur lui, donc qui se nourrit de son cerveau en plus de lui fournir des idées. Oh my. C'est dégueulasse, ça bébite en plus, je m'en rappelle, c'est dégueulasse. Mais, tu sais, tu te dis, OK, tout le temps que le gars, ce chapeau-là, sa tête, il est le plus grand écrivain de l'histoire. Et à la fin, tu découvres ce qui est arrivé à l'autre auteur, qui est encore en vie, puis qui est encore à la recherche de son chapeau, mais qui est devenu une loque squelettique parce qu'il y a... Il veut son chapeau, là. Oui, oui, c'est ça. Il veut revoir sa popularité, il veut revivre ça parce que c'est une drogue. Mettons qu'on va dire que R.R. Stein, c'est à peu près ça qui est en train de se passer. Mais on sait que ce gars-là ne peut pas écrire autant de livres parce que sinon, il ne serait plus marié à cette période-là de sa vie. Sa femme l'aurait probablement mis dehors ou dans le cabanon, une des deux. Elle est avec lui. Il passe tout à travers la compagnie, justement, de sa femme qui est Parachute Press. Ouais. Donc, ils font ça ensemble. Là. Puis je pense que son fils, là, Matt Stein aussi, il est embarqué là-dedans. Mais c'est ça, le R.L. Stein, là, il run depuis des années. Il fait peur aux enfants. Puis, je veux dire, moi, là, je pense que si je rencontre cet homme-là, je perds connaissance. Là. C'est un idole. Moi, j'aime plus R.L. Stein que j'aime Stephen King. Ouais. Puis je vais dire quelque chose qui est un sacrilège au Québec, ben je le dis pas parce que j'aime pas Sénécal, j'adore Sénécal, mais j'aime plus Stein que Sénécal, tellement que pour moi, Stein a été dans toutes les périodes de ma vie. Une sécurité, une peur. Moi, je dis encore des chairs de poule, je fais encore des cauchemars. Puis c'est des bons cauchemars. T'sais, j'ai peur, là, c'est moins le fun la nuit quand je me réveille, mais je m'en remets quand même facilement. Mais c'est parce que c'est une peur que je connais. Sénécal, lui, il me fait peur, toujours surprise. Fait que c'est pour ça que c'est comme. Mais on comprend que pour moi, Stein, R.L. Stein, ça reste c'est un emblème, c'est un icône de la littérature d'horreur et surtout dans l'éducation de l'horreur parce que c'est un besoin. Je le vois surtout avec mon filleul qui aujourd'hui, tu sais, toutes les choses 13 ans et plus, ne peut pas les voir, mais il y a un besoin d'horreur parce que c'est de même qu'il adapte les choses et les horreurs du monde, qui voit son imagination qui est vraiment fertile puis qui développe des choses, c'est là-dedans qu'il exploite. Donc, de lui retirer, c'est mauvais. Puis je le sais parce qu'on l'a fait pour moi quand j'étais jeune. On m'a retiré mes frissons et ça m'a fait capoter. Dieu merci, on m'a donné des chairs de poule pour que je puisse comme continuer à en consommer. Puis on s'entend les couvertures qui sont tous faites, les 62 premiers, par Tim Jacobus, qui sont vraiment des histoires, des couleurs saturées, puis des personnages vraiment forts comme Slappy, puis le Mascanté, des belles illustrations qui font 50% de la job, on s'entend, là, par rapport à vendre le livre. Tout ça contribue au développement d'un enfant qui tripe sur l'horreur, qui peut justement se sentir écouté et puisse apprécier ce qu'il aime, tu sais. Et ce qui est plaisant aussi, parce que ça, on n'en parle pas depuis qu'on parle de Frisson ou qu'on parle de Goosebumps ou de Chair de poule, mais c'est une littérature qui est dirigée pour un auditoire enfant. Donc, tes pages couverture doivent être identifiables pour un enfant. Et si je ne me trompe pas, c'est des dessins, ce ne sont pas des photos. Sur Goosebumps, Frisson aussi, c'est des dessins. Ouais. C'est juste que c'est des dessins plus réalistes. T'sais, on voit ça, c'en est une ici, une couverture de Frisson, puis c'est une fille avec une face semi-squelette, semi-homme. À son visage est tellement apeuré que, tu sais, un enfant à voir ça chez eux, il va poser des questions. Chair de poule, c'est vraiment plus les couvertures à la bande dessinée. Exact. On veut. Il y a un dégouli à cause du Goosebumps qui fait partie du titre. Puis, les personnages sont plus infantilisés, si on veut. Et ça reste épeurant, ça reste de l'horreur, mais c'est adapté à l'image de l'enfant plus cartoon. Ouais. Puis dis-moi si je me trompe, mais le Goosebump est écrit en vert, style Slimer dans Ghostbusters. Il n'est pas écrit en rouge sang. Ça change de couleur à toutes les couvertures, mais là, ça change. Aujourd'hui, ils sont plus faites comme ça, les couvertures, puis c'est vraiment une couverture complète où est-ce que le Goosebump, c'est juste
dans le top de la couverture, mais dans le temps, c'était toujours le même contour. Tu sais, tantôt, tu parlais dans la série Frisson, les Fais-toi peur, c'était comme une tête de squelette. Oui, c'était comme une tête, comme une personne, un peu comme Vendredi 13, sauf que là, on voyait le corps de Jason dans l'image ou du meurtrier dans le premier, puis tu voyais le camp ou les gens qui étaient en arrière-plan. Je pense qu'ils ont fait ça pour les deux premiers. Les trois, ils en ont fait un pour le 3 aussi, mais ils l'ont pas comme publié. Oui, c'est ça. Mais Chair de poule, oui, en fait, c'est vraiment comme dans le temps, dans notre temps, nous autres, il y avait tout le contour, mais à chaque livre changeait de couleur. Puis regarde comment c'est beau d'une bibliothèque. Ça change de couleur. Puis si je mets la lumière mauve, ça flash, c'est super beau. Merci pour ça, Héritage, honnêtement. Encore une fois, ils ont vraiment bien reproduit et adapté pour le Québec parce que les livres sont tellement beau. C'est ceux-là que, honnêtement, que moi, je suggère aux gens de rechercher pour le public québécois. Puis bientôt, justement, Frisson sur le pod, dans saison 3, on va en couvrir un avec le podcast Horror News. Avec Marc de Horror News va venir couvrir le même livre, version française sur notre podcast, puis on va le faire ensemble parce qu'en France, il y a un numéro qui s'appelle Leçon de piano et piège mortel. Et nous, ça s'appelait La mort au bout des doigts. Puis c'est une histoire de fantôme qui joue du piano, Moonlight Sonata. C'est super épeurant. En tout cas, restez à l'écoute. Vous allez voir ça sur nos réseaux sociaux bientôt. Terreur sur le podcast. Goosebumps, on parle à peu près, 250 livres au total dans la collection? Oh boy, je sais même pas s'il se compte encore parce que la série a recommencé à d'autres numéros, mais facilement 250 livres en ce moment, d'après moi, là, parce que juste la série d'origine en avait 62. Après ça, il y a eu Goosebumps Series 2000. Il y a eu les reprints. Ça s'est vendu à plus de, je pense, c'est 400 millions d'exemplaires. Il disait dans l'annonce, il a vendu plus de livres que Stephen King, R.L. Stein. Là. Oui. C'est des petits livres, là, c'est pas des grosses briques, là, mais ils en font de la blague, là, justement, dans le film de ça. Là. Puis de toute façon, honnêtement, il y a pas, je pense qu'il a écrit plus, il y a plus de livres de Goosebumps qui ont été publiés que d'œuvres de Stephen King dans sa carrière. Mais c'est sûr qu'on va me dire, ouais, mais la grosseur de livres que Stephen King a publié n'est pas comparable avec celle de Goosebumps. Je suis tout à fait d'accord. Mais ça n'empêche que c'est quand même de l'histoire. Là. 250, mettons que tu arrêtes 250, c'est 250 histoires différentes. Ben, l'imagination des enfants est interminable. Exact. Il y en a pour toujours. Puis il y a vraiment quelque chose comme qui. Puis tu sais, il y en a un pour chacun. Tu sais, il y en a qui. Tu sais, je pense à Marc-André Lapalisse qui est venu faire qui est maintenant libraire à cause qu'il tripait sur ces livres-là quand il était jeune. Puis il a fini par en faire une carrière. Qui en parle aussi aujourd'hui. Puis lui, c'était les cobayes du docteur Pitbull qui se rappelait. Tu sais, puis lui, c'est ce livre-là qu'il voulait venir faire à notre épisode. Mais tu sais, on a tous, chacun, nos Goosebumps. Moi, c'est le masque hanté, mais il y en a qui tripent sur Slappy, il y en a que c'est la fillette qui crie au monstre, il y en a que ça va être une journée à Horrorville. Tu sais, là, je nomme les titres québécois pour fameux Québécois qui s'en rappellent, mais tu sais, on a tous chacun nos livres qui nous collent à notre peau, qui fait qu'on a accroché et qu'on les a tous eus, tu sais, ces livres-là. Fait que c'est une magnifique collection. Merci, Héritage Jeunesse, pour ça. Pour finir, si quelqu'un aimerait avoir, parce que je ne sais pas si ça existe, une encyclopédie ou un livre dans lequel on pourrait tout trouver l'information sur Goosebumps, ou encore peut-être un site web où les gens peuvent aller pour essayer de découvrir les secrets derrière la création de cette série de livres-là, et même peut-être les séries télé et les films, où est-ce qu'on peut trouver tout ça ou qu'est-ce qu'on doit aller chercher? Moi, pour mon podcast, le plus complet que j'ai trouvé, c'est le Goosebumps Wiki, le fameux fandom là, qui est vraiment fait par les fans de Goosebumps. Puis tu sais, on parle de complet. Les images, les films, le matériel, les produits dérivés, l'histoire au complet, spoilé, non spoilé, tout est là. De Goosebumps à House of Shivers. Sinon, il y a aussi un site français, Chair de poule, qui a fait une place à la série québécoise sur le site. Si je ne me trompe pas, c'est chairdepoule.com ou
suis pas trop sûr, là. Honnêtement, je marque Chair de poule sur Google puis ça m'amène direct. Mais c'est quand même aussi complet qui nous montre aussi les couvertures parce qu'en France, ils les ont adaptés pour la France au début, les Chairs de poule en même temps. Ils sont pas pareils, là, les livres, comment ils sont faits. Ils ont l'air de ça ici, là. C'était fait chez Bayard Édition, Bayard Poche. Dans le temps, il n'y avait même pas le logo Chair de poule, là, c'est apparu plus tard. Et il y a une liste complète de ceux-là et ils ont une petite place là, pour la partie québécoise que je les remercie pour ça d'ailleurs parce que c'est bien apprécié d'avoir une reconnaissance de notre édition à nous. Puis là, c'est quoi ta question? Tu voulais savoir si... puis pour ce qui est Chair de poule québécois, pour ce qui est de savoir une liste complète, ben je pense, moi, j'en ai pas trouvé, mais il va peut-être falloir que j'y travaille pour essayer de le faire, d'en faire une justement pour rendre ça accessible, pour montrer justement tout ce travail-là qui a été fait dans les années 90, parce qu'elle est magnifique, notre collection Chair de poule. Et il faut remercier Héritage, parce que Héritage, moi, j'ai connu ça pour les comic books, mais effectivement, ils ont tellement fait d'autres choses. Et tu te rends compte que ce sont des gens qui adoraient la littérature au point de sortir une série de livres qui était remarquable dans la bibliothèque de mon ami Bruno. Oui! Il est encore là, il va toujours y rester, crois-moi. Bruno Roy, merci beaucoup. Qui sait, on aura peut-être d'autres chances de parler d'autres types de littérature d'horreur. On va regarder ça, toi puis moi, parce que c'est vraiment le fun de t'avoir à l'émission. Puis, qui sait, peut-être que c'est le début d'un partenariat incroyable. Oh là là, ça serait le fun. Merci beaucoup, Bruno. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.